Aladin et la lampe merveilleuse. Où pourrait bien être ce paresseux? Soupira une fois de plus la maman d'Aladin. Il ne reste plus rien à manger et je dois déjà travailler si dur pour payer notre loyer. Car Aladin avait perdu son père et la plupart du temps, il errait à travers la ville. Cet après-midi-là, il se trouvait dans un café loin de chez lui et buvait du thé en joyeuse compagnie. Le jeune homme avait beaucoup d'amis. En effet, s'il n'aimait pas travailler, il avait bon cœur. « Aladin, c'est à ton tour de payer une tournée !» s'écria un de ses compagnons. De l'autre côté de la rue, un homme à barbe noire, qui contemplait la scène, se dit, en entendant cela, « Si ce jeune homme se nomme bien Aladin, je n'ai pas besoin de chercher davantage. » Il attendit patiemment que toute la bande soit sortie, puis il se dirigea vers le jeune homme. « Aladin, je suis ton oncle Abanazar. J'ai longtemps voyagé, mais je suis enfin de retour à Bagdad. Je suis bien heureux de te revoir. » En fait, cet homme n'était pas du tout l'oncle d'Aladin. C'était un fort méchant sorcier. Il avait entendu dire qu'il y avait dans une caverne non loin de Bagdad une lampe magique, mais que seul un garçon nommé Aladin pourrait la trouver. Aladin invita l'homme à le suivre chez lui. Sa maman ne connaissait bien sûr pas l'oncle Abanazar, mais celui-ci se montra si persuasif qu'elle accepta de le croire. Le lendemain, Aladin alla se promener avec son soi-disant oncle. Ils sortirent de la ville en direction du désert. En chemin, Abanazar dit au jeune homme « Ta mère devient bien vieille. Il serait temps que tu apprennes un métier pour qu'elle ne soit plus obligée de tellement travailler. » Aladin ne trouvait pas cette idée très drôle. Apprendre un métier, travailler toute la journée, ce beau programme ne l'attirait absolument pas. « Je vais t'acheter un magasin, » proposa le sorcier. « Un magasin de soieries. Tu deviendras vite riche. » La perspective de devenir riche, en revanche, tentait le jeune homme. « Vous avez raison, mon oncle, » admit-il. « Il est grand temps que je me mette à travailler. »« Si je t'aide, » poursuivit cependant Abanazar, « il est juste que toi aussi, tu fasses quelque chose pour moi. Va me chercher un peu de bois et allume un feu à cet endroit. » Et, ce disant, il dessina du doigt une croix sur le sol. Après qu'Aladin eut réussi à faire monter de belles flammes, le sorcier lança dans le feu une poignée d'herbes magiques. Soudain, la terre se mit à trembler et d'énormes blocs de rochers furent projetés dans les airs. À l'endroit du feu, il y avait maintenant une grande dalle de pierre ronde surmontée d'un anneau. « Va, soulève ce couvercle, » ordonna le sorcier. « Sous cette dalle, il y a une caverne. Tu y trouveras une vieille lampe de cuivre. Apporte-la moi. » Aladin poussa un profond soupir, mais il s'exécuta. À son grand étonnement, il parvint à soulever la dalle sans la moindre difficulté. Il se laissa alors glisser dans le trou. Au fond de la caverne, il trouva en effet une lampe qu'il ramena vers l'entrée. « Donne-moi cette lampe, dépêche-toi !» s'écria le sorcier tout excité. Mais Aladin n'avait pas du tout envie de se dépêcher. Furieux, le sorcier lança une nouvelle poignée d'herbe dans le feu. Alors, une seconde explosion se produisit. La terre se remit à trembler et tous les rochers revinrent boucher l'entrée de la grotte. Aladin était prisonnier. Il comprit alors que cet homme ne pouvait être son oncle. C'était sûrement l'horrible sorcier qui vivait dans un château au milieu du désert. Éperdu, le jeune homme regarda désespérément tout autour de lui. Avec la manche de sa tunique, il se mit à frotter la vieille lampe pour qu'elle éclaire mieux. Aussitôt, il vit apparaître un nuage de fumée et, au centre,
un génie. « Je suis le serviteur de quiconque possède cette lampe, » déclara le génie. « Que puis-je pour vous, maître ?»« Me ramenez chez moi, s'il vous plaît, » dit Aladin. « Votre vœu sera exaucé, » assura le génie. Et, avant même qu'Aladin ait pu comprendre ce qui lui arrivait, il entendit sa maman crier. « C'est toi, mon Aladin? C'est à cette heure-ci que tu rentres ?» Pleurant de joie, Aladin raconta tout ce qui lui était arrivé. Et, à partir de ce jour, il se mit à travailler sérieusement et très courageusement. Quant à la lampe merveilleuse, il la rangea dans une armoire. Un jour, Aladin aperçut dans le jardin de son palais la princesse Jasmine, la fille du sultan de Bagdad, entourée de ses suivantes. Au premier regard, le jeune homme en tomba follement amoureux. Il rêvait de l'épouser. Mais qu'aurait fait la belle princesse d'un jeune homme pauvre et modeste comme lui? Le soir, il dévoila son triste secret à sa mère. « Et si nous demandions au génie de la lampe de t'aider ?» suggéra celle-ci. Sans hésiter, Aladin alla chercher la lampe et la frotta. Le génie apparut. « Je voudrais épouser la princesse, » lui confia le jeune homme. « Votre vœu sera exaucé, » répondit le génie. Le lendemain, Aladin se rendit au palais du sultan. Vêtu d'habits somptueux, il avait vraiment l'air d'un prince. « J'ai l'honneur de vous demander la main de votre fille, » dit-il au souverain. La princesse Jasmine fut tout de suite séduite par Aladin et très peu de temps après, ils se marièrent. Pendant toute une année, ils connurent un bonheur sans nuages. Un matin, tandis qu'Aladin était parti chasser, la princesse était demeurée au palais. Tout à coup, elle entendit « J'échange vos vieilles lampes contre de nouvelles. Profitez-en. » Se penchant à la fenêtre, elle découvrit un homme de haute taille, à la barbe noire. C'était Abanazar, le sorcier. Mais, évidemment, la princesse n'en savait rien. « Va vite me chercher la vieille lampe, » ordonna-t-elle à sa servante. « Je veux faire une surprise à mon époux. » Et c'est ainsi que le sorcier récupéra la lampe magique. Il n'attendit naturellement pas pour disparaître. Dès qu'il fut sorti du palais, il frotta la lampe en jubilant, et le génie apparut. « Que puis-je pour vous, maître ?» s'enquit-il. « Amène-moi la princesse Jasmine !» commanda Abanazar. Le soir, lorsqu'Aladin rentra de la chasse, il trouva tout le palais en émoi. La princesse Jasmine avait disparu sans laisser de traces. Quand le jeune homme s'aperçut que la lampe, elle aussi, s'était volatilisée, il sut que son ennemi était bel et bien revenu. Dès le lendemain, il partit pour le désert. Quand il se présenta au château du sorcier, les domestiques d'Abanazar lui apprirent que leur maître était absent. Mais Aladin imagina aussitôt une ruse pour entrer. « Votre maître m'a prié de me rendre immédiatement auprès de la princesse Jasmine. Lui-même me suivra dans quelques instants, » leur déclara-t-il. Les domestiques le crurent sur parole et le conduisirent sans protester dans une pièce sombre et nue. « Oh, Aladin !» sanglota la princesse en le voyant entrer. « Je croyais que je ne te reverrais jamais plus. » Discrètement, ils quittèrent le sinistre château. « Cache-toi là, je vais aller chercher la lampe, » décida alors Aladin. Hélas, à ce moment, ils virent arriver Abanazar. Le sorcier, lui aussi, les avait vus. Aladin sortit son grand sabre. Mais Abanazar, fou furieux, dégaina à son tour et se jeta sur le jeune homme. Cependant, Aladin eut bientôt le dessus et le sorcier resta étendu sans vie sur le sol. Le jeune homme courut alors chercher la lampe et fit apparaître le génie sans attendre. « Que puis-je faire pour vous, maître ?» demanda celui-ci comme d'habitude. «
Ramène-nous au palais, pria Aladin. Votre souhait sera exaucé, dit le génie. Quelques instants plus tard, Aladin et la princesse se retrouvaient dans le jardin du palais. Nous allons bien cacher la lampe, décida Jasmine. Peut-être aurons-nous encore besoin du génie un jour. Aladin et sa princesse vécurent de très nombreuses années un bonheur idyllique. Mais la princesse Jasmine évita désormais de faire des surprises à son tendre époux. La bannière des fées. Dans un château perdu tout au fond de l'Écosse, on peut encore admirer une bannière très particulière. Vieille de plus de 500 ans, elle est faite de soie jaune, brodée de motifs rouges. Au XIVe siècle, par un beau matin, naquit dans ce château le fils premier-né du seigneur. Quand ce dernier vit l'enfant, il s'exclama « C'est un vrai Macléode, comme il me ressemble !» Cela fit rire l'assemblée, et le soir, de grandes réjouissances eurent lieu au château. En ce temps-là, en effet, la moindre naissance était prétexte à chanter, à danser, à boire et à manger toute la nuit. Les musiciens soufflaient tellement fort dans leur cornemuse que leur musique s'entendait jusque dans la chambre du nouveau-né située tout en haut d'une tour. Et Martha, la vieille nourrice, berçait doucement l'enfançon en poussant de gros soupirs. « Comment peux-tu dormir avec un tel bruit, petit ange ?» murmurait-elle à l'adresse du bébé. Tout à coup, Annelise, une des petites servantes du château, fit irruption dans la chambre. « Quelle fête !» s'écria-t-elle gaiement. « Il faut absolument que tu ailles voir cela, Martha. » « Petite sotte !» répliqua la nourrice. « Comment veux-tu que je laisse ce petit tout seul ? Sa mère est encore trop faible pour s'en occuper, et son père ne pense qu'à festoyer. » « Mais je puis le surveiller si tu veux. J'y ferai bien attention, » lui proposa Annelise. « Dans ce cas, je veux bien. C'est peut-être la dernière fois de ma vie que j'assisterai à pareille fête, » dit la vieille. « Mais, ajouta-t-elle, si le petit s'éveille, appelle-moi immédiatement. Promis ?» Annelise s'assit sur la chaise, à côté du berceau qu'elle se mit à balancer au rythme de la musique. L'enfant n'est pas vraiment beau, songeait-elle. Mais s'il ressemble à son père, il deviendra un vaillant seigneur et tout le monde l'adorera. Peu à peu, Annelise fut gagnée elle-même par le balancement, si bien qu'elle finit par s'endormir, sans remarquer que la grosse couverture que Martha avait posée sur le berceau avait glissé par terre. L'enfant eut bientôt froid et se mit à hurler. Alors, la jeune fille, réveillée en sursaut, se précipita pour appeler la nourrice. Mais au milieu du vacarme, la vieille Martha n'entendit rien. Annelise descendit alors les marches 4 à 4. Au même moment, 2 bonnes fées passaient justement par là. Non pas des sorcières, mais des fées, qui n'utilisaient leur magie que pour répandre le bien. « As-tu entendu ?» demanda l'une. « Le fils du Seigneur pleure et il n'y a personne pour le consoler ?» Et levant les yeux vers la fenêtre de la tour, elle ajouta « Je pense que nous devrions pouvoir entrer sans peine là-haut. » Les 2 fées volèrent jusqu'au sommet de la tour et pénétrèrent dans la chambre. Elles comprirent tout de suite que le bébé avait seulement froid. « Pauvre petit, dit l'autre fée, je crois que j'ai là ce qu'il faut pour le réchauffer. » Dénouant une espèce de foulard de soie jaune qu'elle portait autour de la taille, elle le posa délicatement sur le berceau. « Mais c'est la bannière des fées, » s'étonna sa compagne. « Ça n'a pas d'importance, » lui répondit la première. « J'en tisserai une autre. » Et elle se mit à bercer doucement l'enfant en chantant « Dors, mon beau petit ange, sous cette bannière étrange. » À ces mots, la nourrice entra dans la chambre. « Mais que faites-vous donc ici ?» demanda-t-elle affolée. Et sans attendre la réponse, elle se précipita vers le berceau. Apercevant le tissu, elle voulut en délivrer l'enfant. La fée l'arrêta. « Ne crains rien, Martha, dit-elle. C'est une bannière enchantée qui ne fera aucun mal à l'enfant.
Nous sommes de bonnes fées, et ce morceau de soie le réchauffera mieux qu'une couverture de laine. De plus, il le protégera contre les dangers qui l'entourent. La fée décrivit alors à la nourrice les pouvoirs magiques de la bannière. Elle aidera l'héritier de ce château lorsqu'il en sera besoin. Il ne pourra cependant l'utiliser que 3 fois. Mais ces 3 fois, il lui suffira d'agiter la bannière pour être sauvé. Après quoi, nous viendrons rechercher notre bien. Avant de ressortir par la fenêtre, la bonne fée répéta encore « 3 fois, Martha. N'oublie pas de prévenir le jeune seigneur lorsqu'il sera en âge de comprendre. S'il n'a pas eu besoin de la bannière, il la cédera à son fils aîné en lui expliquant comment s'en servir, et ainsi de suite de père en fils. Ne voulez-vous pas m'apprendre la berceuse que vous chantiez à l'enfant, Madame la Fée ?» demanda ensuite la nourrice, qui avait deviné que cette chanson également était magique. « Bien sûr, répondit la fée. Chaque fois que l'enfant entendra notre berceuse, il s'endormira paisiblement. » Quand les fées furent parties, Martha retira l'enfant de son berceau afin de l'emmener dans la salle où avaient lieu les festivités. Elle raconta au seigneur tout ce qui était arrivé. Le père souleva alors son fils bien haut pour que tout le monde puisse admirer cet enfant béni des fées. Et il annonça que la bannière magique serait gardée comme le bien le plus précieux de tout le château. Lorsque l'enfant grandit, la nourrice lui expliqua les pouvoirs de la bannière. Mais le jeune homme n'osa jamais s'en servir, et il la transmit comme prévu à son fils aîné, lequel, à son tour, la légua à son fils. 100 années plus tard, le château fut attaqué par des brigands. Les hommes de main du nouveau seigneur se défendirent vaillamment, mais le combat semblait désespéré. Comme ils étaient prêts à se rendre, le jeune homme se rappela tout à coup la bannière magique enfermée dans la tour. « Allez me chercher la bannière des fées » hurla-t-il. « C'est notre dernière chance !» Un de ses soldats la lui apporta, et le jeune seigneur l'agita avec toute l'énergie du désespoir. Aussitôt, des soldats vêtus d'habits étranges surgirent de toutes parts et se ruèrent sur l'ennemi. Terrifiés, les brigands s'enfuirent. 100 ans plus tard, par une nuit de brouillard, le château fut de nouveau attaqué. Les hommes se défendirent comme des braves. Hélas, ils étaient nettement moins nombreux que leurs assaillants. Alors, le jeune seigneur, s'apercevant qu'ils allaient succomber sous le nombre, ordonna qu'on aille chercher la bannière des fées. Il l'agita frénétiquement. Et aussitôt, d'étranges soldats se lancèrent à son secours sous les yeux ébahis des ennemis. Dès que ceux-ci eurent été mis en déroute, le seigneur voulut s'avancer vers les mystérieux vainqueurs pour les remercier. Mais ils avaient déjà disparu dans la brume. Jusqu'à ce jour, la bannière des fées n'a été utilisée que 2 fois. Elle pourra encore sauver un des seigneurs du château, mais pas 2. C'est pourquoi elle y est gardée très précieusement, tandis que les fées attendent bien patiemment de la récupérer. Le chat, la grenouille et la petite poule rousse. Une grenouille, un chat et une petite poule rousse vivaient ensemble dans une confortable maisonnette. Celle-ci était propre et bien tenue, mais ce n'était grâce ni à la grenouille ni au chat. En effet, la petite poule rousse faisait seule tout le travail. Tandis que les 2 autres paraissaient au lit, elle nettoyait la maison, lavait le linge et s'occupait de la cuisine. « Pourquoi ne vous levez-vous pas ?» leur cria-t-elle un matin. « Il fait beau. Vous pourriez repeindre les murs, couper du bois ou réparer la clôture. » Mais la grenouille se retourna et enfouit sa tête sous les couvertures. Et le chat, lui, protesta vivement. « Tu nous empêches de dormir !» Alors la petite poule rousse alla chercher un sac de farine et déclara « Aujourd'hui, je vais faire du pain. Qui va allumer le feu ?»« Pas moi !» bâilla le chat. « Pas moi !» grogna la grenouille. La petite poule rousse alla chercher du bois dans la cour. Elle alluma le four, puis elle s'informa. « Et maintenant, qui va pétrir la pâte ?»« Pas moi !» répondit le chat très sèchement. « C'est trop fatigant. »« Pas moi !» coissa la grenouille. « D'ailleurs,
J'ignore comment faire. La petite poule rousse pétrit la pâte elle-même et glissa la miche dans le four. Et maintenant, qui va chercher le beurre lança-t-elle. Pas moi, soupira le chat. Je suis encore tout endormi. Pas moi, se plaignit la grenouille. Je suis bien trop fatigué. La petite poule rousse alla demander du beurre à la vache. Et maintenant, qui va le couper ce pain s'enquit-elle. Pas moi, miaula le chat. J'ai mal aux pattes. Pas moi, geignit la grenouille. Je pourrais me blesser. Mais qui veut m'aider à manger le pain demanda alors la petite poule rousse. Je veux bien, cria le chat. Moi aussi, hurla la grenouille. Et tous deux sautèrent hors du lit. Non, non, ne vous dérangez pas, dit alors la petite poule rousse. Et, prenant le pain sous une aile et le beurre sous l'autre, elle s'élança au dehors, après avoir enfermé le chat et la grenouille dans la maison. Et elle mangea le bon pain, toute seule. Le piano et l'éléphant. Tant de choses étaient entassées dans la boutique de Monsieur Louis le brocanteur qu'il ne savait même plus ce qui s'y trouvait. Des tables avec de drôles de pieds, des chaises aux dossiers tout branlants, des lits aux ressorts cassés et toutes sortes d'objets inutilisables. Et malheureusement, il n'avait guère de clients. « Quel fouillis !» grommelait souvent Madame Louis. « Pourquoi ne te défais-tu pas de certaines choses ?»« Oui, oui, ma chérie, tu as raison, » répondait invariablement Monsieur Louis. Mais il n'en faisait rien, car il aimait bien son bric-à-brac. Dans un recoin obscur et poussiéreux, derrière la porte de la boutique, se cachait un vieux piano. Il avait jadis appartenu à un pianiste célèbre, dont le nom s'y trouvait inscrit en belles lettres d'or. B. Molstein. Mais au fil du temps, les lettres s'étaient effacées et seul le début, bémol, restait encore lisible. Désormais, il n'y avait plus personne pour jouer sur bémol, excepté la souris moustache grise qui courait la nuit sur les touches. Il n'y avait personne non plus pour écouter la musique de bémol, sauf Jumbo, l'éléphant blanc en bois peint, qui n'avait plus qu'une seule défense et se tenait près du piano. Il aimait beaucoup les sons que faisait bémol lorsque la souris galopait sur le clavier. « Oh, quelle merveilleuse musique !» disait Jumbo. « S'il te plaît, bémol, joue encore !» Un jour, Madame Louis adressa de nouveaux reproches à son mari. « Il est temps de te débarrasser de ces vieilleries. Cet antique piano devrait être débité pour fournir du bois de chauffage. Quant à ce vieil éléphant, regarde-le, il n'a plus qu'une défense. »« Tu as raison, ma chérie, » soupira Monsieur Louis. « De nos jours, hélas, toutes ces vieilles choses n'intéressent plus personne. Je m'en occuperai demain. » Cette nuit-là, tandis qu'un rayon de lune éclairait la boutique de Monsieur Louis, la souris moustache grise se mit comme d'habitude à galoper le long du clavier de bémol. Mais celui-ci joua un air bien triste. « Qu'est-ce qui ne va pas, bémol ?» demanda la souris. « Avez-vous entendu ce qu'a déclaré Monsieur Louis ?» gémit le piano. « Dès demain, on me transformera en bois de chauffage. »« Pourquoi ne te sauves-tu pas ?» dit la souris. « Comment ferais-je » s'écria bémol. « J'ai bien des pieds, mais je ne puis m'en servir. »« Ah, si je pouvais t'aider » soupira Jumbo. « Les vrais éléphants sont si forts, mais je ne suis qu'un jouet à roulettes. » Or, juste à ce moment, la lune devint soudain merveilleusement bleue et le vieil éléphant se mit à étinceler. « Oh, regarde Jumbo, il bouge, je suis sûre qu'il avance !» couina Moustache Grise tout excitée. « Oui, trompetta Jumbo, mais je dois faire vite. Ce genre de prodige ne se produit qu'une fois tous les 5 ans et ne dure jamais bien longtemps. » L'éléphant se mit à pousser le piano avec sa trompe. Bémol avança d'abord tout doucement, puis de plus en plus vite. Il franchit la porte de la boutique, mais glissa dans le caniveau et s'écroula au milieu de la rue dans un énorme fracas. « Laisse-moi, Jumbo » gémit Bémol. « Profites-en au moins pour t'échapper. »
Mais à l'instant même, la drôle de lune bleue disparut derrière un nuage. « Pas de chance !» s'exclama Jumbo. « Je savais bien que cela ne durerait pas. » Cependant, des lumières s'étaient allumées aux fenêtres des maisons et réveillés par tout ce vacarme, les gens se précipitaient dans la rue. Monsieur Louis lui-même sortit pour voir ce qui se passait. « Comment ce piano est-il arrivé ici ?» s'étonna-t-il en bâillant. « Et cet éléphant ?» Avec l'aide d'un voisin, il les ramena tous deux dans la boutique. Puis, encore tout stupéfait, il alla se recoucher. Le lendemain matin, tout le monde commentait les étranges événements de la nuit. Un voisin suggéra qu'un voleur avait dû entrer chez Monsieur Louis, et un autre qu'il y avait peut-être des objets de valeur parmi tout ce bric-à-brac. Lorsqu'on interrogea Madame Louis, elle répondit « Bien sûr, mon mari possède des tas d'objets anciens. » Alors les gens commencèrent à venir à la boutique. D'abord un par un, puis deux par deux. Chacun n'avait plus qu'une envie, faire comme son voisin et acheter également une antiquité chez Monsieur Louis. Très vite, il n'y eut presque plus rien à vendre. Mais il semblait que personne ne désirât le vieux piano et l'éléphant. Un soir, à l'heure du dîner, Monsieur Louis allait fermer sa boutique quand un jeune homme frappa à la porte. « Que puis-je pour vous ?» demanda Monsieur Louis, reconnaissant un jeune musicien qui habitait une toute petite chambre au bas de la rue. « On m'a dit que vous aviez un piano à vendre. J'aimerais le voir. Si vous prenez l'éléphant avec, mon mari vous fera certainement un prix, se hâta de dire Madame Louis. Le jeune homme hésita. Il n'était pas sûr d'avoir assez de place dans sa petite chambre pour y installer un éléphant en plus du piano. Il fit d'abord courir ses doigts sur le clavier. « Quel beau son !» admira-t-il. Puis il ajouta en regardant Jumbo. « Très bien, si l'éléphant va avec le piano, je prends les deux. » Jumbo était très heureux, et Bémol encore plus. Dans le piano, la souris moustache grise sauta de joie, car elle était bien décidée à partir avec ses amis. « Bravo !» déclara Monsieur Louis. « Ce piano a appartenu à un grand pianiste. Je suis sûr qu'il vous rendra fameux, vous aussi. » Et en effet, le jeune homme devint bientôt très, très célèbre. Le merveilleux voyage de Ratou l'inventeur. Un jour, Ratou réfléchissait dans son atelier. Qu'allait-il bien pouvoir inventer? Ratou était un rat génial, qui créait des machines extraordinaires. Hélas, il ne possédait absolument aucune mémoire. Et c'était fort ennuyeux, car par sa faute, les choses finissaient toujours par tourner mal. Ainsi, il avait inventé un voilier qui faisait du vent, mais un jour, Ratou avait omis de couper le courant et il s'était trouvé emporté dans les airs. Et sa machine à peler les bananes, Ratou avait oublié de lui dire à quoi ressemblait une banane. Et la machine s'était mise à tout éplucher, y compris Ratou lui-même. À la tombée de la nuit, Ratou eut enfin une idée. On raconte que la lune est faite de fromage. Eh bien, je vais construire une fusée pour aller en chercher. Et il se mit au travail. Ce n'était pas une mince affaire, car les humains se fâchaient quand Ratou leur empruntait des outils, et il manqua d'être écrasé par un énorme pied chaussé d'une bottine. Cependant, la machine fut bientôt prête. Quand le grand jour arriva, tous les amis de Ratou vinrent lui souhaiter bonne chance. Mais, en réalité, aucun n'avait confiance en ce pauvre rat, pas même sa propre sœur. « Même si cela marchait, gémissait-elle, tu oublierais pourquoi tu es parti. » Ratou se montra fort vexé. « Tu te trompes, j'ai fait un grand nœud dans ma queue pour ne pas l'oublier. » L'air sérieux et fier, il grimpa à bord de l'engin. La fusée s'élança, puis disparut dans le ciel. « Ça marche !» s'écria Ratou. « Foi de rat,
Je leur montrerai qu'ils se trompent et je n'oublierai pas le but de mon voyage. Ratou était très excité. Il dirigea son vaisseau spatial vers la Lune, tout en se demandant où il allait bien pouvoir ranger le fromage qu'il rapporterait. Du fromage. Ce mot lui faisait venir l'eau à la bouche. C'était justement le moment de goûter. Ratou fouilla dans tous les placards, mais en vain. Il n'y avait pas la moindre miette de gruyère ou de roquefort à bord. « Oh là là !» couina le rat. « C'est vraiment stupide. J'ai complètement oublié d'emporter de quoi manger. » Ratou dut se résigner. Il était trop loin de la terre pour songer à retourner chercher quelque chose à grignoter. Il poursuivit donc sa route, tout en rêvant désespérément à de gros, très gros morceaux de fromage. Enfin, la Lune fut en vue. Mais plus la fusée s'en approchait, plus Ratou était étonné et déçu. « Ça n'a pas l'air d'être du fromage. » Bientôt, le vaisseau se posa. Inquiet, Ratou sortit. Il avait faim et froid, et aussi un peu peur. Il goûta une herbe rougeâtre. « Pouah !» fit-il en la recrachant. « C'est détestable !» Soudain, il entendit des cris affreux. Horreur! Des créatures monstrueuses surgirent de derrière les rochers et entourèrent Ratou terrifié. « Hé !» protesta-t-il. « Voulez-vous me lâcher ?» Mais les habitants de la Lune l'entraînèrent en ricanant. Ratou n'avait jamais eu aussi peur de toute sa vie. Les créatures lunaires le conduisirent auprès de leur roi. En chemin, on le bouscula et on lui donna des coups de pic. Et tout cela parce qu'il avait voulu du fromage. Les monstres le jetèrent aux pieds de leur souverain. « S'il vous plaît, laissez-moi partir !» supplia Ratou. « Noix de sucre sap !» répondit le roi. Ratou ne comprenait rien. Le roi lui demanda ensuite « Utseyuk ?» Mais le rat resta muet et le souverain ordonna qu'on l'emmène. Ratou fut conduit tout au fond d'une mine de diamants sombre et humide. Là, on lui servit un infâme potage. Mais le pauvre Ratou avait si faim qu'il le but sans sourciller. Puis, les monstres le mirent au travail. Cependant, le rat songeait « Je dois absolument trouver le moyen de m'enfuir. » Le soir venu, on l'enferma dans l'atelier de réparation des machines. L'infortuné Ratou était si inquiet qu'il ne put trouver le sommeil. Soudain, en observant les outils, une idée lui vint. Avec un bout de ceci, un fragment de cela, ce morceau de ficelle et aussi ce moteur, ça devrait marcher. Ratou travailla toute la nuit avec ardeur. Au lever du jour, il était fin prêt. Il avait construit un robot qui l'aiderait à s'échapper. Peu après, lorsque les monstres lunaires vinrent le chercher, Ratou mit son robot en marche. La machine alors se déchaîna comme une véritable bête sauvage. Affolées, les horribles créatures se sauvèrent en hurlant. Aussitôt, Ratou saisit un sac de diamants et s'enfuit. « Ça leur apprendra !» gloussa-t-il. Puis, Ratou courut à perdre haleine. Lorsque, enfin, il s'arrêta, il réalisa qu'il était perdu. Il n'avait plus la moindre idée de l'endroit où il avait bien pu laisser son vaisseau. Une fois de plus, sa mémoire lui jouait un tour. Tandis qu'il errait tristement, le sac de diamants se déchira et quelques pierres tombèrent sur le sol. Un étrange oiseau métallique fonça sur elle du haut du ciel et se mit à les picorer. « Comme c'est aimable de me donner des diamants à croquer !» déclara-t-il à Ratou. «
Mais pourquoi semblez-vous si malheureux? C'est que je me suis perdu, soupira Ratou. Ne vous inquiétez pas ainsi, cacta l'oiseau. Je sais où se trouve votre fusée. Si vous me donnez vos diamants, je vous y ramènerai. Marché conclu, accepta Ratou. Il remit le sac de diamants à l'oiseau et celui-ci le conduisit jusqu'à son vaisseau. Ratou allait y pénétrer lorsqu'il aperçut, au bas d'une colline, des milliers de plantes fort étranges. « Oh, qu'est-ce que cela ?» demanda-t-il à l'oiseau. « Cela, ce sont des plantes à fromage, » lui expliqua son guide. « Il en pousse tout plein ici sur la lune. »« Je savais bien que j'en trouverais !» s'exclama Ratou ravi. Aidé de l'oiseau, le rat cueillit tout le fromage qu'il put et en remplit sa fusée. Puis, il remercia l'oiseau pour son aide et repartit vers la terre tout excité en pensant à la tête qu'allaient faire ses amis. Et, en effet, Ratou fut accueilli comme un héros. Tous dansèrent et chantèrent en dégustant l'exquis fromage lunaire. Tous, sauf Ratou. Il s'amusait comme les autres, mais son envie de fromage lui était passée. Il l'avait oublié.